Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Cinémascope. Aujourd'hui, on va faire un nouveau retour dans le passé, un retour sur un film culte, un film qui est sorti en 2004 de mémoire, qui a fait énormément parler de lui. C'est un film qui est devenu vraiment culte, je pense, depuis, notamment aux gens de notre génération. Théo, quel est ce film? Alors aujourd'hui, donc déjà bonjour Arthur. Bonjour à toi aussi. Euh, Je suis mal poli. Mais j'ai Oh là envie de là. te parler de ce film parce que c'était une découverte et je l'ai plutôt bien aimé. Pour une fois, Donc que c'est tu me conseilles un film de bons films. pour une fois. Du coup, vous avez deviné, c'est un film de mon choix, comme on l'a dit à Effectivement. l'épisode précédent, en fait, c'est tout bêtement. On va parler d'un film avec Jim Carrey. Un film, on peut dire un drame. On peut le qualifier de drame, je pense. Oui. Ouais, C'est pas quelque chose. drôle. Dans ma tête, ce serait plus de l'horreur psychologique, pas graphique. Mais moi, c'est un type de film que je considère comme de l'horreur psychologique, tout Tu pousses un bêtement. peu le bouchon, Et, hein. Mais ok. ben, Ok, je pour l'entends, je moi, c'est l'entends. ce genre de film-là, tu vois, que je considère comme ça, comme 500 jours ensemble ou les choses comme ça. Ah ouais, genre La La Land Que aussi. moi, je considère bah, dans ce style-là. Parce que je les qualifierais pas de drame, en fait. Ce serait pas. C'est des films dramatiques, mais c'est pas. Pour moi, ça se rapproche plus de l'horreur, mais pas dans le sens graphique du terme, Oui, bien sûr. que ça. On va parler du coup d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film de Michel Gondry, en 2004, comme tu as très bien dit. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. This is a hoax, right? I assure you no. Is there any risk of brain damage? It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. Enchaînons. Effectivement, aujourd'hui, on parle de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et oui, je flex mon accent anglais américain incroyable. On met un accent, Sinon, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, bien sûr. c'est moins joli. Un film effectivement réalisé par Michel Gondry, Cocorico, il est français. Michel Gondry, qui est le réalisateur notamment de quoi d'ailleurs. Il a réalisé plein de films de mémoire. Il a réalisé, je le connais parce que j'avais vu un film quand j'étais petit qui s'appelait The Green Hornet. So, this is what you want out of your life. This gives you a sense of fulfillment. Drink? I spend all night writing about the corruption of this town. And you do nothing. Qui était une parodie de film de super-héros avec Seth Rogen. Et ça m'a beaucoup fait rire. Notamment, il y a une scène avec le café. Voilà, je Oui, mettrai oui, un je petit vois très bien. extrait. Who makes my coffee? Who makes my coffee? Will someone explain to me why on the worst day of my life my coffee tastes like shit? Moi, j'adore Seth Rogen, donc ça me fait... J'aime l'humour beauf, donc ça m'a fait rire. Euh, Et sinon, il a aussi réalisé un autre film qui s'appelle L'écume des jours, adapté du roman de Boris Vian. J'aime pas le roman, je déteste le film. Hey Chick, c'est ton nouveau cuisinier? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu bois mon pianoctel. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes. Disons 2 ou 3 notes personnelles. Mais il y a pas mal de ressemblances par rapport au style de ce film d'aujourd'hui avec L'écume des jours, je trouve. C'est les deux seuls films que j'avais vus de Michel Gondry avant d'avoir vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est souvent considéré comme son chef-d'œuvre, je pense. Et à juste titre, je pense aussi. Je sais pas si t'es d'accord, j'imagine. Oui, oui. Pas, peut-être pas autant que toi, mais oui. Mais je vais faire une autre allusion à Michel Gondry. Michel Gondry, ça a été quand même le directeur principal pour le clip Around the World Ah, de c'est Daft vrai, ouais, Punk. c'est vrai, c'est vrai.
Ça a été quand même l'homme derrière le clip. C'est vrai que Michel Gondry, il a fait énormément de clips. Et justement, c'est un petit peu mon problème avec Michel Gondry, c'est que je trouve qu'il est très très efficace pour trouver une idée pour un clip. Et j'ai du mal avec le fait qu'il étire ses idées sur des films. Je trouve que ça passe moins bien. Même si le film d'aujourd'hui passe plutôt bien. Mais genre L'équipe des jours, vraiment, enfin, faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu en cours de français en plus, je me rappelle, j'avais détesté le bouquin. J'ai vu le film, j'étais pas. Bref, j'ai pas vu dans des bonnes conditions en plus parce que tu vois, au fond de la classe, t'es une toile comme ça, t'as le soleil qui te tape et tout. Mais je le reverrai. Mais j'ai pas envie, hein, parce que j'avais vraiment pas aimé du tout L'écume des jours. Parce que aussi, Michel Gondry, il part souvent dans des trucs un peu surréalistes, un peu abstraits, un peu comme dans ce film, il y a certaines scènes qui sont un peu abstraites, et c'est les scènes, fatalement, que je préfère le moins du film. C'est les scènes que je trouve les moins intéressantes. Je préférerais toujours les scènes plus réalistes, plus brutes. Elles me parlent le plus, à titre personnel. Voilà, c'est très personnel par rapport à ça. Mais il faut parler aussi d'un autre monsieur. Un autre monsieur très important dans la création de ce film. Connaissez-vous Charlie Kaufman? Charlie Kaufman, scénariste à Hollywood, scénariste, je pense, extrêmement reconnu, excellent scénariste qui a souvent ce thème très mélancolique, réflexion des peurs. C'est souvent ça, il parle souvent de la peur, je pense, de soi-même, en réalité. Il fait affronter nos peurs par rapport à ses films. C'est comme ça qu'il construit ses films. Notamment récemment, il avait écrit donc Being John Malkovich, le film de Spike Jonze, qui est un gros succès. Il a écrit Adaptation aussi, je crois, de Spike Jonze, qui était un succès intéressant aussi, avec Nicolas Cage, qui est un très bon film. Et il a écrit donc ce film-là. Il a aussi réalisé des films. Il a réalisé notamment Synecdoche New York avec Philip Seymour Hoffman, qui apparemment est très bien, mais je l'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as vu toi, Synecdoche New York. Non, pour le coup, je l'ai pas vu celui-là. Bah ça m'intéresse parce que j'adore Philip Seymour Hoffman, regretté évidemment. J'aimerais bien le voir. Et sinon récemment, il a écrit un film d'animation. Il a écrit un film d'animation qui s'appelle Orion and the Dark, un film de DreamWorks qui était très sympa, qui est disponible sur Netflix, si jamais ça vous intéresse. Si jamais donc ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous intéresser à la carrière de Charlie Kaufman, qui est un des scénaristes. C'est un des rares scénaristes dont on connaît le nom, je pense. Il n'y en a pas beaucoup de scénaristes qui sont particulièrement connus du grand public, qui sont comme... il y a Aaron Sorkin, je pense, que j'aime beaucoup aussi, qui a écrit Social Network, la série à la Maison Blanche, A Few Good Men, enfin il a écrit plein de films. Bref, et l'autre ce serait Charlie Kaufman, et je pense que ce sont deux artistes assez intéressants dans chacun de leur domaine. Si tu veux peut-être nous lancer le pitch de ce film. Donc ce film, c'est l'histoire d'un couple dysfonctionnel qui va essayer d'effacer leur mémoire pour oublier leur relation. Effectivement, le pitch du film, qui est assez complexe et surréaliste. Si tu veux enchaîner tout d'abord avec quelques points positifs, cher Théo. Alors ce sera un petit peu plus que quelques points positifs. Je sais que Un tu aimes grand beaucoup ce nombre de film. points positifs parce que c'est un film que j'aime énormément. Donc d'abord le thème. Le thème il est particulier parce qu'on ne voit pas ça partout, hein. Merci Kaufman. Donc on a l'exploration de l'intimité d'un traumatisme amoureux, parce qu'on peut vraiment parler de traumatisme, je pense, après avoir vu le film. Un concept qui paraît très abstrait parce que on efface les souvenirs. Donc c'est une entreprise en fait qui se charge, c'est des médecins, enfin deux médecins qui se chargent d'éliminer les souvenirs avec quelques petits plot twists, bien sûr, à la fin, vers le milieu aussi en fait. Donc la suppression de souvenirs douloureux, c'est vraiment un voyage émotionnel. Donc pendant tout le film, en fait, il va vivre les souvenirs qui sont en train d'être effacés et l'effacement de ces souvenirs. Donc il est dans le souvenir et à la fin, on entend juste la touche du clavier suppression, paf, et tout s'efface et on passe tout de suite à autre chose. Donc il y a un rythme quand même qui est là. Je trouve c'est une force du film, c'est qu'il y a un rythme qui est très particulier parce qu'on vit quelque chose de très intense, c'est supprimé d'un coup et on enchaîne avec autre chose de très intense. Petite pause dans le souvenir et donc ça donne vraiment place à un rythme qui est dingue et donc à une mise en scène que je trouve mais extraordinaire. Il y a des plans dans ce film, même au tout début, sans que ce soit dans la partie suppression des souvenirs, que je trouve mais grandiose.
Vraiment une petite caméra qui tremble un petit peu. Je pense notamment à la scène du début quand il attend le train pour rentrer chez lui, où on voit du coup Clémentine, le nom du personnage féminin, joué par Kate Winslet. On a quand même des acteurs qui sont vraiment pas mal. C'est le cas de le dire, Euh, effectivement. ah ben, on a quand même du jeu d'acteur dans ce film. Vraiment donc des plans que je trouve magnifiques, et la mise en scène que je trouve géniale, un montage que je trouve très intéressant. Parce que du coup, on a vraiment des transitions qui sont très particulières. Comme on est vraiment dans la suppression, donc dans quelque chose de très abrupt. Mettre ça en scène, c'est pas toujours facile. Et je trouve que c'est un pari qui a été très bien relevé par le Réal. Et, euh, et pour moi, la plus grande force du film, c'est sa bande son. C'est de la musique qui oscille quand même entre la mélancolie et la douceur. On a quand même des chansons extraordinaires, dont la chanson finale, extrait tout de suite, bien sûr. Need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's got to learn sometimes. Je suis navré, Arthur a un meilleur accent. Everybody got cristallise, to learn sometimes. Exactement, toujours avec l'accent. Évidemment. 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 Et cette chanson là, elle cristallise vraiment l'idée centrale du film, c'est aimer, mais de manière douloureuse et répétitive. Voilà, donc pour moi, ce film, il est vraiment, vraiment extraordinaire. Eh bien, je suis assez d'accord avec pas mal de tes points. J'aimerais juste revenir un petit peu, très rapidement, sur le casting. Parce que tous les acteurs sont formidables dans ce film, hein. Tout d'abord, évidemment, Jim Carrey qui joue le personnage principal et Kate Winslet qui joue Clémentine. Donc le personnage principal c'est Joel, je crois. Enfin, j'imagine que c'est Joël en français, mais comme je l'ai vu en VO, Oui, c'est Joël. je dirais Joel. Les sûr de Joel. Alors oui, ils étaient beaucoup à dire, on dit Joël, mais moi je dis Joel en vérité parce que j'ai fait le jeu en VO. Mais on dirait Joël, j'imagine en français, mais moi je dis Joel. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je Joel. dirais Joel. Donc Joel Barish, je crois. Ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est que les deux sont à contre-emploi. Et c'était la volonté de Michel Gondry. Il a demandé à Kate Winslet de jouer comme Jim Carrey. Il a demandé à Jim Carrey de jouer comme Kate Winslet. Donc au sens où Jim Carrey, il n'est pas du tout dans ses mimiques de base, de grimaces, etc. Même dans The Truman Show, qui est un rôle un petit peu différent, il reste quand même beaucoup dans du Jim Carrey. Oui. Là, il est très différent parce qu'il est très sincère dans la façon dont il joue. Franchement, il est excellent. Moi, j'adore Jim Carrey quand il joue des rôles dramatiques, bien plus que quand il fait de la comédie. Même si la comédie, ça l'éclate plus, et je peux comprendre. Mais dans le drame, il est particulièrement sincère. Il dégage quelque chose de particulier que je trouve très très beau. Et Kate Winslet, elle, qui d'habitude joue des rôles beaucoup plus renfermés, beaucoup plus introspectifs par rapport à elle-même. Ici, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle effectivement elle joue du Jim Carrey. Et du coup, les deux acteurs étaient complètement perdus sur le tournage parce qu'ils ne sont pas du tout dans leur botte. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se retrouver et créer une sorte d'alchimie. Et je trouve ça assez beau et assez intéressant comme façon de faire jouer des acteurs. Et les deux acteurs sont absolument formidables. Mais j'aimerais aussi parler du reste du casting parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de gens au casting. Il y a Frodon. Voilà, Elijah Wood Oui, qui est oui. dans le film. Quand il est apparu là, j'ai fait Elijah Wood le bad boy, Frodon le bad boy, j'ai pas compris. J'ai vu Frodon en mode Jesse dans Breaking Bad. J'étais pas prêt, ça m'a surpris. Il y a aussi Mark Ruffalo quand il était très 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 jeune,
Voilà, donc j'ai fait. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre pour le Salut coup, toi, ça va? de le Prends-toi voir un dans ce café. rôle-là. Il y a Kirsten Dunst aussi, quand elle est. Kirsten Dunst, Extraordinaire. peut-être le nom vous dit rien, parce qu'elle est peut-être un peu moins connue que d'autres acteurs, même si c'est une actrice assez connue et assez formidable. Elle a joué notamment le personnage principal dans The Virgin Suicides de Sofia Coppola, qui est un très bon film. Elle a joué, c'est elle qui joue Mary Jane dans Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi. Bon, on a vu mieux comme Love Interest, elle avait d'autres rôles qui étaient plus intéressants quand même. C'est elle qui joue la petite vampire dans, je crois que c'est Vampire en toute intimité, le film, avec Brad Pitt et Tom Cruise. Peut-être, oui. Et en Non, fait, ça je l'ai pas, celle-là. elle était très jeune quand elle a joué quand elle a joué, je crois qu'elle avait 12 ans. Mais ce qui est impressionnant, c'est que elle reste une enfant de 12 ans, mais son esprit vieillit avec le temps. Du coup, elle devient adulte. Et son jeu est incroyable. Et quand tu la vois jouer comme ça à 12 ans, tu te dis, elle ne peut qu'avoir une grande carrière. Et là, très récemment, elle a joué dans le film Civil War de Alex Garland, qui est un Oui. film sympathique, qui rate un peu son sujet, mais elle est particulièrement intéressante dans le film et joue toujours très bien. De toute façon, Kirsten Dunst, c'est toujours une valeur sûre, même si je la trouve assez sous-utilisée dans le film, mais on y reviendra. Et j'aimerais juste dire aussi, m'a surpris, mais Deirdre O'Connell joue la femme du chef de la clinique, du médecin en chef de la clinique où ils effacent les mémoires. Et Deirdre O'Connell, alors je la connais pas très bien comme actrice, je l'ai vraiment découverte l'année dernière avec la série Le Pingouin, où elle joue la mère de Oswald Cobblepot, donc le pingouin, et elle est formidable dans la série. Je vous invite à voir la série Le Pingouin, c'est formidable comme série, et elle est particulièrement formidable dans cette série. Le casting est assez fou dans Le Pingouin, et elle joue en fait la mère de Oswald Cobblepot qui l'a toujours beaucoup tenu en grande estime et qui l'a toujours beaucoup soutenu jusqu'à des proportions assez étranges. Et il y a beaucoup de twists par rapport à sa relation. En fait, toute la série tourne autour de leur relation en réalité. En plus, malheureusement, je crois qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a tous ces éléments-là. Et il y a des scènes entre Colin Farrell et Deirdre O'Connell qui sont juste incroyables dans cette série. Elle apparaît pendant à peu près 30 secondes dans le film, mais je l'ai vue et j'étais content. Voilà, ça m'a fait plaisir. Effectivement, après, je suis d'accord avec l'essentiel des points que tu as dit. La mise en scène de Michel Gondry est très intéressante par rapport à son montage et notamment par rapport à sa première scène. Sa première scène, voilà, je vais la mettre comme ça en fond. Si vous voyez la première scène, on voit ce champ contre champ. C'est-à-dire qu'on a d'abord un plan sur Jim Carrey, puis un plan sur Kate Winslet. Le fait qu'ils sont en champ contre champ, on a l'impression qu'ils se sont rapprochés. Le montage lie les deux personnages. Les deux personnages sont liés par rapport au montage. Or là, Michel Gondry décide de couper le champ contre champ et prendre un pas en arrière. Et c'est alors qu'on se rend compte l'espace qui se trouve entre Clémentine et Joel, qui ne sont pas du tout en fait à la même table et qui ne sont pas du tout proches physiquement. Et c'est exactement dans cette première scène qui raconte l'ensemble du film. Au sens où ce sont deux personnages qui veulent être proches physiquement mais n'y arrivent pas forcément. Et on va le voir par rapport à multiples péripéties qui vont s'y passer. Et ce premier plan, enfin c'est pas un plan vraiment, parce qu'un plan c'est pas ça. Ce premier effet de montage est particulièrement efficace et je trouve raconte beaucoup du film dès le début. Je trouve aussi intéressant, comme tu l'as dit, cette caméra tremblante qui reste en réalité pendant tout le film. Je crois que le film a été majoritairement filmé caméra à l'épaule et je trouve ça très intéressant parce que ça montre l'esprit déstabilisé de Joel. Son esprit qui s'écroule en réalité, qui est particulièrement intéressant. Et j'aime beaucoup aussi le fait, sans spoiler, que le montage soit non linéaire, au sens où le début est égal à la fin, et on ne se rend pas forcément compte au premier abord, et c'est justement ça ce qui est intéressant. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une certaine force de la destinée en fait, qui relie ces deux personnages que je trouve assez intéressante. Il y a pas mal d'autres trucs. Attends, je sors mes notes. Vas-y. Oui, aussi,
chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film également, ce sont les nombreux faux raccords. Au sens où un faux raccord, pour vous donner une idée, c'est quand on a un plan suivi d'un autre plan qui ne peut pas avoir de sens. Par exemple, si un personnage tient le stylo dans la main droite, et qu'il y a une coupe sur l'autre personnage, et que dans la coupe suivante, il tient le stylo dans la main gauche, il y a un faux raccord, c'est pas possible. Si ça se passe en temps réel, il peut pas avoir le stylo qui change automatiquement de main. Et on voit de nombreux faux raccords comme ça dans le cinéma. Vous pouvez regarder l'émission d'Allociné qui est particulièrement brillante. Pour vous pointer du doigt les nombreux faux raccords, c'est très drôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que les faux raccords sont volontaires dans ce film. Parce qu'ils veulent perdre le spectateur. On est perdu dans l'esprit de Joel et on ne sait pas quelle est la réalité en réalité. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant et qui, à titre personnel, m'agrippe et me rend investi dans cette histoire. Le fait que je ne sais pas ce qui se passe, tout comme le personnage de Joel, et du coup j'arrive à m'identifier par rapport à lui. Le spectateur vit en réalité la même chose que le personnage. Il y a aussi un moment où il y a la jambe de Kate Winslet qui est effacée numériquement, donc elle marche avec une seule jambe. Il y a pas mal de détails comme ça, parce qu'au fur et à mesure on efface sa mémoire, et je trouve ça assez brillant comme idée. Et je pense qu'aussi le fait d'avoir lancé un générique de film après 17 minutes de visionnage aussi accentue ce sentiment d'être complètement perdu. Donc c'est un film qui a de nombreuses qualités, je trouve, qui est particulièrement réussi, et Michel Gondry arrive à utiliser vraiment avec juste des outils de mise en scène très subtils tels que le montage, il arrive à raconter énormément sur ses personnages. C'est vraiment du show don't tell, et je trouve ça particulièrement réussi dans ce film. Voilà, ça c'était mes points positifs. On va passer maintenant à les points qui nous ont peut-être un petit peu moins plu, des points qui sont moins intéressants selon nous. Si tu veux commencer, très cher Théo, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Moi, il y a une chose qui me peine un peu dans le film, c'est le fait que les personnages secondaires sont très 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 peu développés. Je suis Et c'est d'accord. vraiment un gros défaut du film, parce qu'on a un twist à un moment donné. On va passer dans la partie spoiler, en fait, tout bêtement, parce que ce serait un peu compliqué, On va les points négatifs sans... passer dans le spoiler, vous sautez 5 minutes, et Bien sûr. normalement ça sera bon. Donc, pour le personnage de Marie, où on se rend compte en fait que sa mémoire a été effacée parce qu'elle a eu une liaison avec Patrick, il s'appelle? Howard, je crois. Howard. Howard, oui, c'est ça. Howard. Non, je confonds avec l'autre. Oui, oui. Patrick, c'est Elijah Avec Wood. Howard. Je sais plus. Oui, en fait, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le fait qu'elle ait effacé sa mémoire, etc., elle va décider à la fin, enfin, au milieu du film. Enfin, c'est compliqué de suivre la timeline du film en entier, mais bon. Euh, c'est de rendre leurs souvenirs, entre guillemets, à toutes les personnes qui ont effacé une partie de leur mémoire. Et il manque quelque chose. Il manque une motivation en plus, parce qu'on fait très rapidement allusion au fait que sa mémoire a été effacée, mais des petits flashbacks de ce qui se serait passé avant, parce qu'on voit qu'elle est perdue, donc on voit qu'il y a certains souvenirs qui reviennent, parce que c'est dit dès le début du film, enfin dès que Joël, bien sûr, est dans la clinique, c'est qu'il faut se débarrasser je vois Arthur vomir pour la prononciation de la VF. Euh, c'est le fait d'enlever tous les effets personnels qui peuvent nous rappeler la personne. Donc faire allusion directement à ça, logiquement, ça devrait aussi raviver ces souvenirs-là. Et le fait qu'on n'ait pas accès à des petits flashbacks de ses souvenirs à elle, je trouve ça dommage. Honnêtement, c'est un personnage qui est trop peu développé. Donc vraiment, moi, c'est vraiment le truc, le point noir du film, c'est ce sous-développement des personnages secondaires. Je suis assez d'accord avec toi. Aussi, moi, c'est mon gros point négatif. Pourquoi tu vas chercher une actrice comme Kirsten Dunst pour lui donner un rôle aussi petit, quoi? C'est une actrice qui est extrêmement talentueuse, c'est dommage. Même si son personnage est intéressant, mais le problème c'est que je trouve que le twist sert plus pour prétexte scénario pour que les deux personnages de Joel et Clémentine se revoient, en réalité.
ce que je trouve assez moins intéressant. Je trouve aussi que, alors ça c'est à titre personnel, mais je trouve que les médecins sont les pires médecins de la Terre. C'est des gens horribles. c'est éthiquement, c'est horrible. Ah, Il y en a un éthiquement, qui c'est sort avec, catastrophique. il y en a un qui sort avec une des patientes parce que il la trouve jolie, à peu près. Hein. Il y en a, il y a Mark Ruffalo et Kirsten Dunst qui font la fête sur le lit de Joel alors qu'il est en train de dormir, donc pendant que tout le monde s'écroule, etc. Euh, je sais pas si Michel Gondry a quelque chose contre les médecins, mais manifestement, voilà, il les aime pas. Mais effectivement, moi, c'est vraiment les personnages secondaires que je trouve vraiment sous-développés comme pas possible, quoi. Et aussi, en fait, moi, mon problème avec le film, c'est pas un problème en soi, parce que le film, j'ai pas de problème avec le film, mais c'est que je préfère les scènes qui sont en dehors de la partie effacement de la mémoire, qui est une grande partie du film tout de même. J'aime beaucoup les scènes où c'est juste Clémentine et Joel qui parlent. Et c'est plutôt mes scènes préférées, c'est les scènes les plus touchantes. C'est les scènes que je trouve les mieux écrites, c'est les scènes où les acteurs sont vraiment top. Toute la partie effacement de rêve, où là Michel Gondry, il va mettre des personnages qui se baignent dans des lavabos, il va rendre Joel tout petit par rapport à une table, on va pas comprendre ce qui se passe, etc. Mais c'est la partie que je trouve la moins intéressante fatalement, et j'aurais aimé plus d'effets subtils au montage comme l'avait montré la première scène. Mais ça c'est très personnel, et après c'est pas une critique négative du film en soi, mais c'est juste que je peux comprendre pourquoi il peut toucher beaucoup de monde. Voilà, et moi j'ai bien aimé le film, mais après c'est pas un film que je décrirais comme de l'horreur comme toi, plutôt je trouverais ça plutôt du drame. J'ai pas trouvé le film enfin il m'a pas personnellement touché comme d'autres films peuvent le faire. Il m'a pas autant touché comme d'autres, même si je reconnais qu'il a de très grandes qualités. Il a peu de défauts, mais c'est vraiment ce qui m'empêche aussi, je pense, d'apprécier le film. C'est cette espèce de sous-scénario qui est réglé en 5 minutes. L'histoire de Marie, c'est réglé en 5 minutes, hein, et c'est vraiment dommage. Voilà, si tu veux passer maintenant à l'axe conclusif, cher Théo, je t'en prie. Avec grand plaisir. Avec quelle note vas-tu Et donner pour à ce moi, film? C'est- une bonne note quand même. Pour Oui, moi, ça restera une très bonne note. je pense. Alors, on n'est pas sur un 5 étoiles non plus. Moi, je suis Hein, d'accord. c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, Je suis d'accord. mais c'est un film que je trouve très original, que je trouve très inventif. Un scénario comme ça, on n'en a pas tous les jours. Émouvant, qui est vraiment porté par une écriture que je trouve intelligente, que je trouve cohérente, et une mise en scène formidable. Donc pour moi, c'est vraiment un 4 étoiles sur 5, bien sûr. Et toi, Arthur? Je crois que c'est la première fois ou deuxième fois, je sais plus, qu'on est d'accord. Voilà, ça Non, arrive rarement. je crois que c'est la première. C'est la première, tu penses? Attends, je vais vérifier. Avec la même note, il me semble, oui. Attends, je vais vérifier. Letterboxd. Non, c'est la deuxième fois, parce que Gone Girl, on était d'accord Ah, aussi. Voilà. on avait mis combien, Gun Girl, déjà? 4. Tous les deux, on avait mis 4. 4? Ah oui, c'est ok, d'accord. Et là, c'est la même chose. Moi, je mets aussi 4 étoiles au film. C'est un film qui est D'accord. très réussi, qui est porté par des acteurs qui sont très très bons. Je pense que je couperai au montage, mais tu avais dit que la fin est très triste et très émouvante, Ah oui. Théo, et tu as raison. C'est une très très belle fin. Moi, je retiens surtout l'alchimie entre Kate Winslet et Jim Carrey qui marche à merveille. D'ailleurs, que Jim Carrey ne soit pas nommé à l'Oscar, je trouve ça absolument scandaleux. Oui, Le film a mais été oui. nommé pour que 2 Oscars. Meilleure actrice pour Kate Winslet et meilleur scénario original. Il a gagné le scénario original, ce que je peux trouver mérité, voilà, parce que c'est un scénario très original. Mais après, meilleure actrice seulement, Jim Carrey en meilleur acteur, personnellement, je l'aurais donné, à titre personnel. Au moins une nomination. Il faudra vérifier la concurrence après qui y avait en face, mais au moins une nomination, Oui, ça me paraît assez pas cohérent. déconnant. C'est pas déconnant. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais après, c'est vrai que le film n'a pas autant touché que d'autres. Euh, il me parle moins, je pense. Également, je suis plus touché par d'autres films. Notamment, il y a tout cet aspect dramatique que j'aime bien, mais qui fatalement me touche moins. Je suis toujours plus touché par le fait de rire avec les personnages et ensuite de les voir mis à mal. À titre personnel, c'est Oui, je comme vois. ça que je marche. Donc quand je vois un personnage qui me fait rigoler et soudainement il lui arrive des malheurs, bah, ça m'agrippe d'autant plus. Et
c'est très personnel par exemple, hein. Mais je dirais plutôt 500 jours ensemble par exemple est un film qui me touche infiniment plus que ce film-là. Parce que Ah oui, oui, d'accord. parce que 500 jours ensemble, j'arrive beaucoup plus à m'identifier aux personnages. Et c'est deux films qui parlent un petit peu de la même chose. C'est comment oublier. euh, Ah, pour moi, c'est quasiment le même film, juste il y en a un où il y a plus de technologie. Où voilà. il y a le principe d'effacement de mémoire, parce que la fin, c'est la même. Ouais. C'est un éternel recommencement. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. On n'est pas d'accord sur la fin, mais Euh, oui, oui. on n'est pas 500 jours d'accord sur la ensemble. fin. On Ouais. n'est pas d'accord. On fera peut-être pas un épisode dessus, et Bah, on le citera. pourquoi pas, hein, à la rigueur. Ça me Pourquoi dérange pas, pas. c'est vrai. On verra dans le Oui, futur. oui, je pourrais. Mais On d'abord, c'est verra. mon choix le prochain. Bien sûr. Voilà. Mais oui, c'est Mais, vrai. mais effectivement, c'est un petit peu le Euh, même thématique, ce que tu disais. C'est la même c'est chose. c'est ton choix le prochain? On fait pas Fallout? Ah ben non, c'est un Oui, non, mais hors-série Fallout. la prochaine fois qu'on fait Pardon. un retour dans le C'est un passé. hors-série. Oui, Oui, oui. oui, On oui. on va revenir sur l'agenda dans un instant. Mais Oui. 500 jours ensemble est un film qui me touche d'autant plus parce que je vois la relation entre les personnages. Je vois des moments qui sont beaux dans la relation où ils rigolent, etc. Et donc ça m'agrippe plus que ce film-là où fatalement, bah, la plupart du temps, tu les vois les deux personnages s'engueuler, quoi. Hmm. Ce que je comprends par rapport à la thématique du film, etc. Mais ça m'agrippe moins. Donc je lui mets également 4 étoiles. Moi, c'est surtout le montage que je trouve vraiment, vraiment efficace. Notamment, je vous dis, la première scène, le montage, où je sais, je tiens à citer le monteur. Voilà, je sais pas qui c'est. Attends. Voilà, le monteur Valdis Óskarsdóttir. Voilà, c'est un monteur islandais. J'ai mal prononcé sûrement, mais excusez, je m'excuse Mais écoute, d'avance. Valdis, si Euh, tu nous écoutes, tu es le bienvenu, encore une fois. oui, sache que Le tu as café fait sera un offert. super boulot sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et moi, c'est vraiment cette première scène quand le monteur lit les personnages au montage, alors qu'ils sont espacés en réalité physiquement. J'ai trouvé ça hyper beau et hyper touchant. Et il aurait dû gagner l'Oscar, enfin, il aurait dû au moins être nommé à l'Oscar du montage, à mon avis. Oui. Voilà, c'était notre avis sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Un film donc de Michel Gondry qu'on a tous les deux plutôt aimé, qu'on vous recommande, et qui se trouve actuellement sur HBO Max. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, YouTube, Instagram pour avoir les dernières actualités, les petites exclusivités pour les prochains épisodes. Et sur Letterboxd pour avoir un résumé de nos avis, évidemment. Évidemment, évidemment. Merde!